Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 9 septembre avec le procès très médiatique en ce moment en Afrique, celui de l'ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal. Hier, à Dakar, l'acte d'accusation lu par les chambres africaines extraordinaires, ce tribunal spécial créé par un accord entre le Sénégal et l'Union africaine, était le suivant. Monsieur Hissène Habré en personne était, je cite, le cerveau et l'animateur de la répression sous son régime, soit entre 1982 et 1990. Répression dans laquelle il serait parfois intervenu personnellement, aidé par sa police politique, la DDS ou Direction de la documentation et de la sécurité. Parmi les tortures des détenus du régime qui ont été décrites dans cette épaisse ordonnance de renvoi et de mise en accusation qui a été lue hier par les greffiers, il y avait par exemple ce tristement célèbre arbatachar. Cette pratique typique de la répression tchadienne consistait à attacher les bras et les jambes du détenu dans le dos, provoquant ainsi de graves difformités et la paralysie des membres. Hissène Habré, qui refuse de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et qui est apparu très détendu au tribunal, en turbané dans une tenue blanche immaculée, est en détention depuis 2 ans au Sénégal où il a trouvé refuge depuis 1990, après avoir été renversé par Idriss Déby Itno. La répression sous son régime aurait fait quelques 40 000 morts. Écoutez cette avocate représentante des victimes. Des crimes décrits, les détails donnés sur le système de la répression contraste considérablement avec la lâcheté de Hissène Habré, qui se prend pour une victime. Sa passivité derrière son turban et ses lunettes noires, voire ses injures à l'encontre de la cour, ne suffiront pas à l'absoudre. Pour les milliers de victimes qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais attendaient ce moment depuis des années, pour toutes celles, hélas, qui n'ont pas survécu jusqu'à ce jour, cette heure est solennelle. La lecture de l'ordonnance de mise en accusation, l'acte d'accusation, c'est le cœur du procès. C'est ici et maintenant que tout commence. Le procès d'Hissène Habré a commencé. Plus rien ne peut arrêter la machine de la justice. Je vous remercie. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture, M. Hissène Habré encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Autre personnalité politique africaine sous le feu des projecteurs hier, le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab. Alors qu'il donnait une conférence de presse en Tunisie, M. Malab a été interrogé par un journaliste sur son rôle présumé dans une affaire de corruption. La dite affaire a valu au ministre égyptien de l'Agriculture de démissionner et d'être arrêté lundi. Visiblement irrité, le Premier ministre égyptien a alors interrompu le point presse et il a quitté la salle, suivi par toute sa délégation égyptienne ainsi que le chef du gouvernement tunisien, Habib Essid. Restons en Tunisie où la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, était en visite hier mardi. Depuis la révolution de 2011, le pays rencontre des difficultés à relancer son économie et la situation a encore empiré avec les attentats, vous le savez, du musée du Bardo en mars ou encore de la plage de Port El Kantaoui en juin dernier et dans lesquels 59 touristes sont morts, affectant ainsi le secteur touristique dans le pays. Le plan d'aide de 1,7 milliard de dollars sur 2 ans que le FMI avait attribué à la Tunisie en 2013 afin de soutenir cette transition politique a été prolongé hier donc de 7 mois pour permettre au pays d'adopter les réformes économiques nécessaires. Et hier à Tunis, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a donc appelé le pays à poursuivre ce vaste chantier de réforme, tout en saluant la résilience de son économie, et ce malgré les nombreuses difficultés. Écoutez. L'économie tunisienne a su faire preuve de résilience et en plus d'une stabilisation politique et démocratique, elle a réussi, malgré les difficultés, à établir une stabilisation sur le plan macroéconomique. Nous nous sommes accordés sur la nécessité de faire avancer dans les meilleurs délais le vaste chantier de réformes qui demeure à exécuter, à mettre en œuvre, à faire voter, afin de répondre aux aspirations économiques et sociales du peuple tunisien. Je suis confiante
à la fois personnellement et comme directrice générale du Fonds monétaire international, dans la capacité de la Tunisie à relever ces défis, à mettre à la disposition de la prospérité collective les immenses talents et les ressources de ce pays. Un mot de santé à présent. Le Mali tire la sonnette d'alarme. Le pays vient en effet de recenser un cas de poliomyélite dérivé d'une souche vaccinale. La confirmation faite lundi par l'Organisation mondiale de la santé précise qu'il s'agissait d'un bébé de 19 mois dont la paralysie est survenue en Guinée. Le dernier cas de polio en Afrique avait été enregistré le 11 août 2014 en Somalie, alors frappé par une grave épidémie qui était réapparue depuis mai 2013. La maladie est pourtant facile à prévenir grâce à un vaccin efficace, mais aussi facile à administrer et bon marché. La poliomyélite est une maladie hautement contagieuse, incurable, invalidante et parfois mortelle. Jusqu'à l'an dernier, elle était considérée par l'OMS comme éradiquée à 99% dans le monde et seule résistait quelques poches au Pakistan, en Afghanistan ou encore au Nigeria. Avec ce nouveau cas détecté au Mali, une nouvelle campagne de vaccination commence donc ce mercredi concernant les enfants de 0 à 5 ans. Écoutez ce spécialiste. On est en état d'alerte parce que le poliovirus dérivé circulant du type 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure est en train de circuler dans la sous-région. Il s'agit d'une urgence internationale. Et il faut tout faire pour arrêter la circulation de ce virus qui peut entraîner des paralysies, même tuer les enfants. Donc pour cela, c'est très simple, il s'agit d'organiser des campagnes de vaccination pour immuniser les enfants et arrêter la circulation de ce virus-là. La campagne qui commence demain matin va concerner les enfants de 0 à 5 ans, conformément aux stratégies internationales d'éradication de la poliomyélite, et va couvrir la capitale du Mali, c'est-à-dire Bamako, les 6 communes de Bamako, plus le district sanitaire de Kati et de Kalabankoro. Autre signal d'alerte, celle-ci concerne la vie animale en Afrique du Sud. Des groupes de protection des animaux se disent inquiets à l'approche de l'organisation d'une semaine de chasse pour de riches étrangers qui payent pour tuer des animaux qui leur sont ramenés par des rabatteurs locaux. La pratique bien différente d'une chasse traditionnelle nous est expliquée par la directrice de la NSPCA, la Société sud-africaine de protection des animaux. Dans ce cas, ils sont pris en tenaille et guidés vers le bas de la zone où les chasseurs les attendent prêts à tirer. C'est très différent de la chasse traditionnelle en Afrique du Sud où il y a plus de traques. Vous allez vous cacher près des arbustes, vous repérez un animal, vous l'approchez et puis vous tirez. Il semble que cela se déroule uniquement dans cette zone qu'on appelle Old Days et cela s'expliquerait par le fait qu'il y a beaucoup de fermes détenues par des Européens. Et signalons dans le même domaine que Walter Palmer, le dentiste américain qui avait tué le fameux lion Cécile dans le parc national de Hwange au Zimbabwe, était hier de retour dans son cabinet médical dans le Minnesota. Restons sur le continent américain, côté sud cette fois-ci. Alors que l'Organisation des Nations Unies insistait hier encore pour une réponse mondiale à la crise des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient, le Brésil est quant à lui déjà très mobilisé. Les associations caritatives enregistrent une véritable explosion des dons de la population afin de venir en aide aux réfugiés syriens en particulier. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a par ailleurs déclaré lundi vouloir aider ces réfugiés à bras ouverts. Tous ceux qui voudraient venir vivre, travailler et contribuer à la prospérité et à la paix du Brésil, selon ces termes. Et je vous propose d'écouter ces déclarations d'une coordinatrice de l'aide aux réfugiés ainsi que de bénéficiaires à Sao Paulo. Les donations et les manifestations de solidarité ont augmenté de plus de 100%. On a reçu des messages, des appels téléphoniques, des gens emmènent ici des kits pour l'hygiène, des couvertures, du lait en poudre pour les enfants, des couches et aussi des donations d'argent. Le gouvernement brésilien ne donne pas d'argent. C'est différent par rapport à l'Europe, par exemple. Mais la différence ici, c'est qu'on y arrive. Et si on apprend à faire quelque chose, on peut travailler. Les Brésiliens aident sans même y penser. C'est pas comme en Europe où les gens sont snobs et où si vous dites bonjour, on ne vous répond même pas. Non, ici les gens sont bien. J'aime le Brésil. Et vous le voyez, plusieurs pays d'Amérique latine s'affirment donc disposés à prendre leur part des milliers de migrants qui fuient les conflits au Moyen-Orient, le Venezuela y compris, ou encore le Chili, d'où s'est exprimé le ministre des Affaires étrangères hier au nom de la présidente Michelle Bachelet. Il s'est aussi exprimé au sujet de l'accélération du processus pour donner des visas aux réfugiés syriens.
Il pourrait s'agir de 150 personnes. Il pourrait s'agir également de 50 personnes avec la famille. Nous allons voir tout ça. On fera ce qui est faisable dans le laps de temps le plus court, mais pour faire ce genre de choses bien, il faut du temps. Il s'agit de personnes avec la famille ou des connaissances chiliennes avec du sang syrien. Je veux aussi dire que le ministère des Affaires étrangères a flexibilisé le critère pour donner ces visas, en particulier celui de résidence. À l'origine, on ne les destinait qu'aux parents directs. Terminons ce flash information avec un peu de sport. À Brazzaville, pour les 11e Jeux africains, l'une des disciplines qui remplit les gymnases est le noble art, comprenez la boxe. Le public est surexcité dès qu'il s'agit de suivre les combats. Voyez plutôt avec ce reportage de Romuald Vissot. Ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas au football, mais au noble art. Pourtant, le public est excité jusqu'à ce point. La boxe regroupe toujours du monde en Afrique. Et ce soir, c'est le fils du Congo, Cédric MC, qui croise les gants avec son challenger de la RDC, d'où ce survoltage. Au finish, Cédric MC gagne par KO. Bien suivi. Si, en fait, encore vu qu'il a blessé 2 fois et tout, on était content d'arrêter la bagarre, quoi. C'est un peu ça. Donc, non, très fort. C'est-à-dire, c'est un petit qui est résistant, quoi. Donc, avec lui, c'est vraiment, on a l'espoir. À ces 11e Jeux africains, le noble art que pratiquent les jeunes est de bon niveau et leurs dirigeants sont fiers. Il y a eu 31 pays, et plus de 200 boxeurs en compétition et le niveau est compétitif et très relevé. Et beaucoup de jeunes boxeurs en herbe se font remarquer et je crois que nous avons toutes les chances de compter parmi les meilleurs du monde dans les jours ou mois à venir. Ces pugilistes-là qui feront sans doute bien parler de l'Afrique. Le tournoi de boxe des Jeux africains est encore à la phase éliminatoire. Néanmoins, tout porte à croire, en attendant le tournoi pré-olympique de Yaoundé qui se déroulera prochainement au Cameroun, que l'Afrique aura de beaux boxeurs au JO de Rio. Et si la boxe africaine, vous le voyez, est promise à un bel avenir, le karaté n'est pas en reste. Paterne Dika, le président de la Fédération gabonaise de karaté, avoue que les sélections nationales présentes aux Jeux africains de Brazzaville s'équivalent en termes de niveau. Il est content de ses poulains qui ne déçoivent pas pour le moment. On l'écoute au micro de Romuald Vissot. Le Gabon a remporté déjà 2 médailles, une en argent et une en bronze. C'était dans quelle catégorie, comité ou bien kata? Oui, exactement, c'était dans les catégories comité. Nous avons donc eu la médaille d'argent chez les hommes dans la catégorie de moins de 67 kilos et la médaille de bronze chez les dames dans la catégorie de moins de 50 kilos. Bon, disons qu'au stade actuel des compétitions, tous les pays se valent, il faut le dire. Mais je dois quand même reconnaître que le niveau du karaté gabonais a pris un peu de la valeur. Ça aussi, je dois reconnaître les efforts qui ont été consentis par le gouvernement du Gabon pour la préparation justement des athlètes gabonais qui ont d'abord fait dans un premier temps une préparation au niveau national et ensuite les équipes nationales se sont envolées pour le Maroc pour la seconde partie de la préparation. Donc ça aussi, ça a été une valeur ajoutée à ce que les sportifs gabonais savaient déjà faire. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce mercredi 9 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre prochain point sur l'information. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.